Thèse sextième. Peu à peu, j'ai appris à discerner ce que toute grande philosophie a été jusqu'à ce jour, la confession de son auteur, des sortes de mémoires involontaires et qui n'étaient pas pris pour tels. De même, j'ai reconnu que les intentions morales ou immorales constituaient le germe proprement dit de toute philosophie. Mais qu'un autre instinct, ici comme ailleurs, s'est servi de la connaissance et de la méconnaissance comme d'un simple instrument. Mais qui pénètre les instincts primordiaux de l'homme pour examiner dans quelle mesure ils se sont plu, dans ce domaine précis, à jouer le rôle de génies inspirateurs, ou de démons, ou de farfadets, celui-là s'apercevra qu'il n'en est pas un qui n'ait déjà philosophé, et que chacun d'entre eux n'aimerait rien tant que de se donner lui-même comme la fin ultime de l'existence et le maître légitime de tous les autres instincts. Car tout instinct aspire à la domination, et c'est en tant qu'instinct qu'il s'efforce de philosopher. Il est vrai que chez les savants, les esprits proprement scientifiques, il en va peut-être autrement, mieux, si l'on y tient. Là, il se peut que l'on rencontre quelque chose comme un instinct de la connaissance, un petit rouage indépendant qui, bien remonté, accomplit bravement sa tâche, sans que les autres instincts du savant participent à cette activité d'une manière essentielle. C'est pourquoi les véritables intérêts du savant s'attachent en général ailleurs, par exemple à sa famille, à son gagne-pain ou à la politique. Il est même à peu près indifférent qu'il fasse tourner sa petite mécanique dans tel ou tel secteur de la science et que le jeune savant, qui promet, devienne un bon philologue, un bon mycologue ou un bon chimiste. Ce qu'il devient ne le caractérise pas. Chez un philosophe, au contraire, rien n'est impersonnel, et sa morale surtout témoigne rigoureusement de ce qu'il est, car elle révèle les plus profonds instincts de sa nature et la hiérarchie à laquelle ils obéissent.